chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. Cette citation, la célèbre devise des Anonymous, prend tout son sens dans l'affaire de la petite Anaïs Marcely. À mon très humble niveau, dans ma guerre contre les pédocriminels de tout poil, bien que n'étant pas un anonyme, je rejoins leur combat et parfois je le précède. La première fois où nous avons diffusé le sujet que vous allez voir sur la petite Anaïs Marcely, nous rêvions que la justice rouvre enfin le dossier de l'assassinat ignoble de cette petite Mulhousienne, commis en janvier 91, car, avec le journaliste Jean-Marie Storkel des Dernières Nouvelles d'Alsace, nous suggérions de toutes nos forces le nom de l'éventuel coupable qui n'a jamais été réellement inquiété depuis, c'est son grand-père. 24 ans après les faits, on ne se faisait pas trop d'illusions. En général, la justice reste de marbre quand on la bassine avec les cold cases. Mais là, sans vouloir entonner trop vite l'air du triomphe, il faut reconnaître qu'elle a décidé de se bouger. Et ça, c'est très motivant quand on se dit que le boulot qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Est-ce l'ambiance délétère d'affaires de pédophilie à répétition dans l'éducation nationale? Est-ce la ténacité de Maître Moser, que vous allez entendre dans un instant, et qui n'a jamais lâché l'affaire? Est-ce le fait que le nouveau procureur de la République de Mulhouse ait décidé enfin de faire ouvrir ce dossier à Anaïs Marcely? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'il tremble, le grand-père. Voici l'interview de Moser, filmée à l'arrache, avec mon portable, et ensuite le documentaire complet. Hey Moser, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut entonner l'air du triomphe concernant l'affaire Anaïs Marcely? À voix faible, oui. On a gagné effectivement une victoire, on n'a pas gagné la guerre. Il y a encore du travail à fournir. Certes, j'ai obtenu la réouverture de l'information, mesure que je sollicitais depuis un certain temps déjà. C'est bien, c'est une victoire, mais c'est une victoire, disons, transitoire, provisoire. Il s'agit maintenant d'arriver à l'élucidation du crime, à l'identification, à l'arrestation, à la répression du criminel, parce que moi j'estime que le meurtre d'un enfant ne doit pas rester impuni. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce dossier. On peut dire la vérité à ceux qui nous regardent, on a quand même une petite idée de celui qui aurait pu faire ça. Nous avons effectivement, ne soyons pas hypocrites, nous avons des pistes de réflexion très sérieuses, nous avons certaines idées. Il faut dire d'ailleurs que dès le non-lieu de 1997, me semble-t-il, il y avait déjà des pistes de réflexion, une certaine piste qui était assez accentuée. Il s'agit maintenant de voir si cette piste sera fortifiée ou ne le sera pas, à l'issue des investigations scientifiques qui seront mises en route, notamment des expertises de nature génétique, et nous verrons à ce moment-là si effectivement les résultats permettent d'avancer ou non dans ce drame criminel. L'analyse de l'ADN a fait énormément de progrès ces dernières années. Il y a plein d'affaires qui ont été élucidées grâce à ces nouvelles analyses. C'est à ça que vous pensez quand vous me dites ces analyses? Je pense évidemment, vous avez parfaitement raison, aux expertises génétiques, et nous avons quand même les vêtements, les sous-vêtements de la petite fille. Il s'agit de voir si on pourra trouver sur ces scellés un ADN exploitable, et si tel est le cas, on pourra ensuite procéder à des comparaisons d'ADN. Alors en plus de ce volet scientifique, il y a également un volet policier. Je dois dire que voici 1 an et demi, 2 ans, une enquête journalistique d'excellente qualité a apporté également des éléments factuels nouveaux complémentaires, et ces éléments nouveaux plus les investigations scientifiques pourraient nous permettre de déboucher sur du concret. Cette enquête, c'était pour me dire merci en fait. Tout à fait. Merci maître et à bientôt. J'espère qu'on aura bientôt, j'ose pas le dire mais je le dis, grand-père sous les verrous. Nous verrons, je ne veux pas aller trop vite en besogne, je ne veux montrer personne du doigt, mais enfin j'ai le droit de penser à certaines choses, c'est évident, on ne peut pas m'enlever ce droit. Aujourd'hui, nous allons rouvrir un dossier, une affaire non élucidée, qui a ému toute la France il y a plus de 20 ans, celle de la disparition d'une petite fille de 10 ans, Anaïs Marcely. Anaïs vivait ici, à Mulhouse. Un soir d'hiver, le 14 janvier 91, sur le trajet du retour de l'école, elle a disparu. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est exactement ici, à l'angle des rues de Bâle et de la rue Stalingrad, à 200 mètres de chez elle. Anaïs a été enlevée, mais par qui? Plus de 20 ans après les faits, ça reste un mystère. Nous allons essayer ensemble d'entrouvrir le voile. Anaïs, si tu peux me voir et si tu m'entends, essaie de prendre contact avec nous. Il ne te sera fait aucun reproche et on t'attend.
On ne savait pas si elle était disparue, morte ou vivante, on ne savait pas. Ce sont des dossiers qui vous prennent aux tripes. Toute l'Alsace était fouillée. J'ai jamais vu autant de recherches pour un gamin disparu. Le drame, 3 mois après sa disparition à Mulhouse, Anaïs a été retrouvée morte hier dans les Vosges, à une trentaine de kilomètres de chez elle. Pourquoi a-t-on mis le corps de cette petite en exposition? Il était en exposition. Et je vous écris parce que c'est moi qui ai tué Anaïs. Le papa d'Anaïs, il trouvait que le grand-père en faisait tellement trop qu'il en devenait suspect. Il y avait une phrase au milieu d'une grande page blanche. Et il y avait marqué « Alors, monsieur Pradel, on patauge dans la semoule ». Point d'interrogation. Nous sommes en 1990. Anaïs fête ses 10 ans. 10 ans, Anaïs. Bon anniversaire. Elle est fille unique. Ses parents, Patrick Marcelli et Martine Meyer, sont divorcés depuis quelques années. Leurs relations sont tendues. Sa mère, Martine, est fragile et n'a donc pas pu obtenir la garde d'Anaïs. La petite fille vit chez son père. Mais, à la rentrée scolaire, les parents décident d'un commun accord qu'elle retourne vivre chez sa mère, Martine. Elle s'installe en septembre 90 avec sa maman et son nouveau compagnon, Jean-Marie, au dernier étage de cette maison de ville. Le gérant des lieux, c'est Bernard Riedwig, le grand-père d'Anaïs, le beau-père de Martine. Au rez-de-chaussée, il a installé ses bureaux pour sa compagnie d'assurance. Au premier, il loue un appartement à Nicole Spanagel, 28 ans, qui n'a pas encore d'enfant et qui se prend rapidement d'affection pour Anaïs. C'était une petite fille gentille, douce. Elle était très gaie, elle était hyper active, c'était une enfant qui vivait. Je dirais qu'elle était contente d'être avec sa maman. C'est le sentiment que j'ai eu. Contente de retrouver, on va dire, entre guillemets, une nouvelle famille. On sentait qu'elle était heureuse de découvrir sa mère ou de revivre avec sa mère. C'était vraiment ce sentiment qu'elle laissait transparaître. Je descends vite fait, après je reviens. En septembre, Anaïs intègre l'école de Nordfeld, située à 700 mètres de sa nouvelle maison. À la rentrée des vacances de Noël, la petite fille décrète qu'elle est assez grande pour rentrer seule de l'école à 18h. Le 14 janvier, comme tous les soirs, elle reste à l'étude. Anaïs avait un petit problème, c'est qu'elle était très lente et en général ne terminait pas ses devoirs à 18h. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, elle avait terminé ses devoirs un quart d'heure avant. Le 14 janvier donc, Anaïs sort de l'école et emprunte son chemin habituel pour rentrer à la maison. Elle passe par la rue Courte, puis se dirige vers la place Sainte-Geneviève, avant de tourner sur la gauche, rue Stalingrad. C'est là qu'elle va croiser ses camarades de classe. Nicolas est le dernier à l'avoir vue. Je sortais de l'école et puis Anaïs, elle était derrière moi, je crois. Et puis il y avait Simon, un de mes copains qui était près du parc, puis qui marchait un peu plus vite que nous. Anaïs l'a croisé, elle a traversé. Et Anaïs elle nous a croisés, puis je ne sais pas si elle est passée par la rue ici ou continuait sur la rue de Bâle. Mais non, pas d'habitude, elle passe sur la rue de Bâle. Et elle court tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Anaïs dépasse donc ses copains, se dirige vers la rue de Bâle. Plus personne ne la reverra vivante. Dans la partie de la rue de Bâle qui est très passante à ce moment-là, où il y a quand même de la circulation à 18h, personne n'a rien remarqué d'anormal. Sauf qu'on l'a vu traverser à un moment donné la rue de Bâle, en cours assez pressée. Alors est-ce qu'elle est pressée pour rentrer chez elle, tout simplement? Il ne lui restait qu'à parcourir 200 mètres sur la rue de Bâle pour arriver chez ses parents. Elle aurait donc disparu à 2 pas de chez elle. Aurait-elle pu être enlevée aussi près de sa maison? C'était calme. D'habitude, la petite montait toujours les escaliers avec du bruit puisqu'elle chantait ou elle montait les marches un petit peu. Elle était bruyante et ce jour-là, effectivement, non. Ce soir-là, le beau-père d'Anaïs, Jean-Marie, est déjà à la maison. Il cuisine en attendant Martine et sa fille.
Martine, elle rentre vers 18h, et à 18h20, 25, elle s'inquiète en disant Anaïs n'est pas rentrée, c'est étrange. Et elle prend le chien et elle refait le chemin, tout simplement. Il y a eu beaucoup de remue-ménage dans cette cage d'escalier, beaucoup de gens qui sont montés et descendus, et c'est là que je me suis dit à un moment donné, bon, on n'a pas retrouvé Anaïs. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Je sentais que c'était l'affaire qui était un peu plus urgente que simplement une fugue ou le fait qu'elle était chez une copine. Le beau-père, Jean-Marie, fouille la maison de fond en comble. À 19h, Martine prévient Bernard Rydvig, le grand-père d'Anaïs. À 21h, ils se rendent tous les deux au commissariat. Aussitôt, ils appellent Patrick, le père d'Anaïs, qui vit à une vingtaine de kilomètres. Mais la petite n'est pas chez lui. L'alerte est donnée, des contrôles routiers sont mis en place. Un signalement est envoyé à toutes les patrouilles. Dès le lendemain matin, tout le quartier va être passé au peigne fin. On a fait beaucoup d'investigations au niveau des voisins, au niveau des amis. Il y a eu des visites domiciliaires dans beaucoup d'appartements. Les avis de recherche ont été placardés, je pense, dès le lendemain dans l'après-midi. C'était énorme, on a cherché partout. Les enquêteurs sillonnent tous les alentours. Ils commencent à se demander si Anaïs n'aurait pas pu se noyer dans le canal situé à 2 rues de chez elle. On ne savait pas si elle était disparue, morte ou vivante, on ne savait pas. L'inquiétude monte. La famille décide de lancer un appel à la télévision. C'est son père, Patrick Marcelli, qui prend la parole. Anaïs, si tu peux me voir et si tu m'entends, essaie de prendre contact avec nous. Il ne te sera fait aucun reproche et on t'attend. Le 16 janvier, soit 2 jours après la disparition, toujours aucune nouvelle. La thèse de la fugue d'Anaïs ne semble désormais plus envisageable. Les recherches se poursuivent tout au long du mois de février, et cette fois-ci, dans toute la région. Toute l'Alsace était fouillée. À un moment donné, la Fédération des chasseurs du Haut-Rhin, avec la Croix-Rouge, avec plein d'associations, a organisé des battues pendant des week-ends entiers. Il y a aussi des cartomanciennes, il y a eu des radiesthésistes qui la voyaient partout, qui parlaient de béton. On a fouillé tous les bunkers de la ligne Maginot, qui ont été passés fouillés. On a vidé le canal aussi à Mulhouse. Toutes les pistes ont été explorées. Moi, j'ai jamais vu autant de recherches pour un gamin disparu. Pendant les recherches, la famille s'implique énormément. Le père et le beau-père participent à toutes les battues. Mais c'est surtout le grand-père d'Anaïs, Bernard Rydvig, qui prend les commandes. Le porte-parole de la famille, c'était Bernard Rydvig, c'était le grand-père d'Anaïs. C'est lui qui prenait les choses en main, qui organisait qui participait au comité de recherche, aux battues, enfin à plein de choses. Il était omniprésent en fait. Bernard Rydvig est le véritable chef d'orchestre. Je m'en souviens encore, quand je descendais, je voyais qu'il dessinait des plans, vous allez faire des recherches. Voilà, très activement. On a l'impression que c'est lui qui était le juge au départ. C'est vraiment le sentiment qu'il vous donnait. Il en parlait, il montait. Voilà, il avait grandi de 2 cm, il donnait une certaine importance. J'ai un souvenir encore qu'il y avait à l'époque, c'était des téléphones, vous avez des gros trucs. Et il en avait 2, 3, ça sonnait de partout. Il est affairé, voilà, c'est-à-dire qu'il a mené l'enquête. Car le grand-père a beaucoup de relations. Son frère est le premier adjoint à la mairie. La ville va alors s'impliquer davantage. Les enquêteurs vont redoubler d'efforts et explorer toutes les pistes. Et on va chercher un cirque qui était passé par là. Je crois qu'il y en a un, on va faire des recherches en Allemagne, on va faire des recherches à Lyon, pour savoir, est-ce qu'on fouille aussi les camps de gitans, même on imagine qu'elle a pu être enlevée par des gitans, enfin plein de tout. On explore toutes les pistes possibles. Désormais, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Une des craintes de la police, qu'Anaïs soit tombée dans les mains d'un réseau de prostitution ou dans celle d'un pervers sexuel. Ils se rendent donc dans la rue de l'Est, une rue de Mulhouse très fréquentée par les prostituées, pour leur demander de collaborer. Parce qu'on a aussi fait la fameuse opération avec les putes. Hein. On a chargé 2 ou 3 anciennes du milieu de la prostitution de Mulhouse, eh bien, de nous trouver tous ceux qui avaient des déviances sexuelles. Elles ont marché, puisque la plupart d'entre elles, qui ont un certain âge, sont des mères aussi. Hein. Durant de longues semaines, la famille, les amis, les prostituées, la ville entière a cherché, espéré. Tous ont cru la retrouver saine et sauve, en vain. Aucune trace d'Anaïs jusqu'à ce jour du 21 avril 91. Le drame, dans l'est de la France, 3 mois après sa disparition à Mulhouse, Anaïs a été retrouvée morte hier dans les Vosges, à une trentaine de kilomètres de chez elle. La distance semble accréditer la thèse de l'enlèvement.
les espoirs vont s'écrouler ici. Le cadavre d'Anaïs est retrouvé là, au col de Bussan, entre le département du Haut-Rhin et des Vosges, au bord de cette route nationale très fréquentée par les camions. C'est derrière ce petit muret que le corps est découvert. La petite est sur le dos, le visage vers le ciel. Des pierres, curieusement, la recouvrent en partie comme un petit mausolée. Comme si on avait voulu l'épargner, ne pas l'enterrer, ne pas l'acheter. Anaïs a été asphyxiée. Son corps présente quelques hématomes, mais aucune trace de grande violence ou d'agression sexuelle. Alors pourquoi le tueur l'a-t-il enlevé? Et pourquoi l'avoir positionné de telle manière, si près de la route, si près des camions qui passent? Les experts légistes ne vont pas pouvoir dater le meurtre. D'ailleurs, est-elle morte le jour même de cette disparition? C'est un couple de randonneurs qui retrouve ici, dans les Vosges, le corps d'Anaïs. Il est resté de longues semaines sous la neige. Il présente des morsures d'animaux, mais il n'est pas décomposé. Les enquêteurs trouvent également des traces de charbon. Pour le juge Sangelin, en charge de l'instruction, cette découverte est un véritable coup de massue. Ça nous met, alors pour parler clair, en rogne. On est en rogne contre tout, y compris contre nous-mêmes, puisque pendant ces 3 mois, on s'est dit, est-ce que par hasard, on n'aurait pas dû faire autre chose, etc., alors qu'on avait fait le plein de tout ce qui était possible. Ce qui a été un peu un barrage au début de l'enquête, c'est que le corps n'a été retrouvé que 3 mois après. Hein, on découvre que le corps au mois d'avril. Il ne faut pas oublier que ça, pour les enquêteurs, déjà au niveau des traces, c'est très difficile, au niveau des témoignages, on perd 3 mois. Heureusement, la neige a permis de conserver le corps. On peut donc procéder à une autopsie. Ce corps présentait des ecchymoses au niveau du dos, au niveau des 2 coudes, au niveau du poignet droit, autant que je me souvienne. Et l'autopsie, après, enfin, les médecins légistes ont en définitive conclu à un étouffement. Il y a une pression, comme si on avait empêché de crier. Et avec des traces au poignet, comme si on avait tenu fortement au poignet. Anaïs a donc essayé d'échapper à son agresseur et s'est débattue avant d'être étouffée. Le tueur a ensuite déposé le corps à 50 km de Mulhouse, à la frontière de 2 départements du côté des Vosges. Ce n'est plus la même juridiction, ce qui complique évidemment la tâche des enquêteurs. Le juge va devoir attendre que le corps soit identifié pour ouvrir une enquête. Est-ce un geste volontaire du meurtrier? Alors, autre question qui n'est pas résolue, et même s'il n'y avait que ça, je serais heureux. Pourquoi a-t-on mis le corps de cette petite en exposition? Il était en exposition. Il était déposé comme s'il regardait vers le ciel. Alors, et avec une espèce de respect. Il semblerait donc que le tueur n'ait pas voulu maltraiter la fillette. D'ailleurs, il ne l'a pas violée, ce qui est généralement le cas des enfants assassinés. L'enterrement d'Anaïs a lieu à l'église Sainte-Geneviève le samedi suivant. Tous les camarades de classe de son école sont venus lui dire adieu. L'église est bondée. Le quartier a tenu à témoigner de son chagrin. Sa mère est effondrée, elle ne comprend pas qui a pu en vouloir à sa petite fille pour la traiter d'une telle sorte. Afin de résoudre ce mystère, le juge décide de créer une cellule d'investigation inédite qu'il nomme le groupe Anaïs. Elle est composée de magistrats, un juge d'instruction et un procureur, de policiers, d'une psychologue et d'experts scientifiques. C'est une première en France. Cette cellule d'investigation exceptionnelle va mettre au point une reconstitution sans précédent. Le juge d'instruction, Germain Sangelin, convoque tous les protagonistes pour revenir minute par minute sur les faits et gestes de toutes les personnes présentes aux alentours le 14 janvier 1991. Ils vont refaire évidemment le trajet de l'école pour arriver ici, là où habite Anaïs avec sa famille. Alors il y a l'appartement d'Anaïs et sa maman qui est au-dessus des bureaux du grand-père. Les emplois du temps de toute la famille sont épluchés. Les enquêteurs relèvent beaucoup d'incohérences, notamment chez le grand-père, qui est le beau-père de la mère d'Anaïs, Bernard Riedwig.
Cette reconstitution est organisée le 15 octobre 91, 6 mois après la découverte du corps. Elle va durer 8 heures et réunit tous les protagonistes en conditions réelles. Le juge d'instruction a tenu à faire une première en France, je pense, en faisant une reconstitution vidéo filmée en heure, en temps, et avec chaque protagoniste. Martine déclare qu'à 18h20, ne voyant toujours pas sa fille rentrer de l'école, elle décide de partir à sa recherche avec son chien pendant que Jean-Marie fouille toute la propriété. Ce n'est qu'à 19h qu'elle prévient par téléphone le grand-père d'Anaïs de la disparition de sa petite fille. Tout au long de la reconstitution, les tensions au sein de la famille se font ressentir. On sentait qu'il y avait un problème. Et lié entre le grand-père, la mère, le compagnon, c'était pas une famille équilibrée, c'était pas sain. Quelque part, on sentait que Patrick s'en voulait d'avoir confié Anaïs à la rentrée à Martine, puisque c'était lui qui l'avait élevée pendant qu'elle avait des problèmes, elle était psychologiquement elle était pas stable. En effet, la mère d'Anaïs est très fragile à cette époque. Son nouveau compagnon, Jean-Marie, l'a sorti de la toxicomanie, mais tous les deux auraient des problèmes d'alcool. La famille n'est pas stable, et la disparition d'Anaïs ne fait qu'accentuer cette situation. Il y avait un risque, puisque tout le monde avait l'air remonté, tout le monde se sentait un peu accusé. On avait peur, un petit peu, le juge avait peur d'un dérapage. C'était fait minutieusement, ça durait des heures. Et là aussi, c'est là où Germain Sangelin, qui a des qualités et des défauts, mais là, il a eu l'après-midi de la reconstitution, il a réuni tous les journalistes, les Parisiens, enfin les locaux, les Allemands, il y a des Suisses, des Allemands qui étaient là, et il a réuni tout le monde dans son bureau en disant voilà ce qu'on va faire ce soir, mais je ne veux pas qu'il y ait des débordements comme dans l'affaire Grégory. Eh oui. À Mulhouse, l'affaire du petit Grégory hante les esprits de tous les habitants, mais aussi des enquêteurs. L'histoire s'est déroulée 7 ans auparavant, à seulement une centaine de kilomètres, dans le même climat de tension familiale. En octobre 84, Grégory, 4 ans, est retrouvé noyé et la famille est tout de suite suspectée. Certains d'entre eux sont même condamnés. Les tensions montent et le père de l'enfant va finir par tuer son cousin. Alors à Mulhouse, personne ne souhaite reproduire le même genre d'erreur. Le contact qu'il y a eu entre Sangelin et les médias a permis justement d'éviter toutes les dérives de l'affaire Grégory. Et cette reconstitution va être d'une grande utilité aux enquêteurs. Ils vont pouvoir apporter un nouvel éclairage sur l'affaire. Les emplois du temps de la famille ne concordent pas. Certains étaient clairs avec leur déclaration, excepté M. Rydvig qui a tâtonné, qui balbutiait, qui ne savait plus trop où il était. Au départ, il a calé, il a donné des choses. Les uns et les autres, Martine, Jean-Marie Blum et tout, ont varié, ont adapté à ses déclarations. Lui, il a de nouveau fait d'autres déclarations. Car pendant la reconstitution, les enquêteurs vont s'apercevoir que le grand-père, qui a déclaré être rentré d'EDF à 19h, ne peut, après regroupement des emplois du temps de chacun, qu'être réellement arrivé sur place à 20h. Il pensait qu'il était arrivé à une certaine heure, qu'il était passé par-ci, qu'il était passé par-là. Enfin, il n'était pas du tout clair. Voilà, mais ça, c'est peut-être l'émotion, je ne sais pas. Bernard Rydvig n'a donc aucun alibi entre 18 et 20 heures. Le grand-père qui s'est surinvesti pendant les recherches commence à intriguer les enquêteurs. C'est celui sur lequel on a le plus enquêté. Alors, en tout état de cause, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui avait du tempérament. Il semble avoir un ascendant sur sa belle-fille, Martine. On pensait que cette mère, elle était et elle est toujours sous la domination du grand-père. À tel point qu'il aurait persuadé sa belle-fille de changer sa version des faits le jour de la reconstitution pour le couvrir. Martine est venue me voir pour me demander ce que j'ai dit au juge. Et puis on n'était pas d'accord sur certaines heures. Elle me demandait de changer mon témoignage. C'était pas des grandes heures, mais c'était un détail, quoi, à 15-20 minutes près, quoi, même pas à 15 minutes. Alors elle m'a essayé de me convaincre que je me suis trompée. Je dis, ah bon, peut-être. Alors, moi, voilà, je veux dire, qu'elle soit descendue à 19h15 ou 30, pour moi, quelle était la différence? Vous voyez, elle m'a dit, tu te trompes? Je dis, bon, peut-être, oui, alors je me trompe, mais elle voulait que je revienne sur ce détail-là.
Martine est quelqu'un aussi qui a un caractère très effacé, qui se manifestait pas très bien, qui allait pas au devant de la presse. Par contre, c'est Bernard Rietveld qui était vraiment le maître d'œuvre et qui agaçait énormément Patrick Marcelli, le papa d'Anaïs. Il trouvait que le grand-père en faisait tellement trop qu'il en devenait suspect. D'où la question que vont se poser tous les enquêteurs. Est-ce qu'Anaïs, qui semblait avoir disparu dans la rue, ne serait pas en définitive rentrée chez elle? Nous sommes retournés sur les lieux. C'est Nicole, la voisine, qui nous fait une visite complète de la maison et nous explique de l'intérieur comment elle était configurée à l'époque. Elle se souvient d'un détail troublant. Au fond de la cour, il existait une petite remise à charbon. Et souvenez-vous, lors de l'autopsie, les experts avaient justement retrouvé des traces de charbon sur le corps d'Anaïs. Ce qui est surprenant, tu vois, ce petit arrière, c'était à moi aussi. Et à l'époque, je faisais de la moto. Ouais. C'est là qu'il y avait une remise à charbon? Oui, mais moi, j'avais mis ma moto. D'accord. Et puis alors, quand il avait dit qu'il allait tout fouiller, c'est pas vrai. Ouais, pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai mis ma moto, mais j'ai fermé la clé. Donc il ne pouvait pas rentrer dedans. Ah oui, d'accord. Et qui d'autre avait la clé? Parce qu'on a retrouvé plus ou moins des traces de charbon sur la dépouille d'Anaïs. Mais peut-être le grand-père avait une double, parce que ça, je sais, je vais lui demander pour la moto, pour qu'on ne la vole pas. Ah, voilà un élément intéressant. Voilà. Viens, on va visiter l'intérieur. Non. Ah, ça a changé avant, on rentrait par là. Ah, on peut rentrer par là? Ben, on n'a jamais rentré, nous, par là. Là, c'était les assurances, on ne pouvait pas rentrer. Ah oui, mais là, j'ai l'impression que c'est privé maintenant. À l'époque, la porte d'entrée se situait donc derrière et n'était pas visible de la rue. Elle n'était pas bloquée et le corps d'Anaïs aurait pu être transporté et dissimulé dans la fameuse remise à charbon. Premier élément troublant. Ouais, donc ça a dû changer depuis l'époque. Ah, ça a drôlement changé, oui. Alors ici, lorsqu'on arrivait, on était directement auprès des assurances. Il y avait pas mal de clients qui venaient. Donc c'est là où il y avait l'assurance du grand-père. Tout à fait. D'accord. Nous continuons la visite dans les étages. Mais la petite, elle rentrait pas par là. La petite, elle rentrait par voilà la porte de cage service, d'escalier. quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et elle montait l'escalier où elle passait voir le Voilà grand-père. Alors voilà. Oh, ça n'a pas changé. Ça, c'était... Donc là, c'était tes bureaux, là. Ça, c'est mes bureaux. Donc là, il y avait ma secrétaire, c'était ouvert. Ça, c'était mon bureau qui faisait tout le long. Et là, c'était aussi mon bureau. Donc on avait les portes ouvertes, étant donné qu'il y a 25 ans de ça, 20 ans, ça n'existait pas trop les téléphones. Donc Anaïs passait tous les soirs ici. Ouais. Donc on a le sentiment d'une enfant assez seule, en fait. Bah oui. Qui vient un peu s'amuser chez les voisins. Voilà. Enfin, les voisins, j'étais la seule, puisqu'en bas, ouais, ou chez le grand-père. Là, c'est différent, oui. Au deuxième étage, donc, l'ancien appartement où vivaient Anaïs et sa mère Martine avec son compagnon, que l'on nous autorise à visiter. Ça a changé ici? Non, ça n'a pas changé. Alors ici, ils avaient mis une sorte de salon. C'était la cuisine. Oui, c'est toujours la cuisine d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, nous avons une petite chambre, ici. Oui. Là-bas, Ça, c'était la chambre d'Anaïs et ça, c'était les chambres des parents. Bah, on peut regarder la chambre d'Anaïs. Cette chambre, c'était donc celle de la petite Anaïs. Une chambre d'enfant classique qui va être prise en photo par les enquêteurs près de 8 mois après sa disparition, en octobre 91. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette maison aurait aussi été le théâtre d'histoires plutôt sordides. Il y a une forme de superstition dans cette maison, non? Oui, Martine pensait que cette maison était hantée, car à l'époque, il y avait... c'est ce qu'elle m'a raconté, qu'il y avait une femme qui s'est pendue, quoi, une sorte de... Donc, malédiction dans cet immeuble. Et elle s'était pendue dans l'appartement où Martine et Anaïs vivaient. Et qu'est-ce qu'elle a fait alors, Martine? Il y avait une sorte de marabout, de sorcier pour chasser le mauvais sort, quoi. Je ne connaissais pas trop, un petit peu... Ah oui. Oui, et puis des sortes d'objets pour chasser le mauvais sort, quoi. Comment on appelle ça? Des gris-gris? Des gris-gris, oui. Alors après, elle m'a un petit peu convaincue parce que c'est vrai qu'après tout les choses allaient mal, quoi. Donc on était dans une sorte d'ambiance où on pensait qu'il y avait que la maison était hantée. Et ben maintenant, il est doublement. Et toi, tu ressentais pas le côté hanté, toi? Il y a eu trop d'événements, trop rapprochés,
pour se dire que vraiment la maison était hantée. Je dirais que c'est plutôt le couple qui lui-même avait un vrai problème, quoi. Cette famille semble donc pour le moins étrange. Mais les policiers n'ont aucune preuve, aucun élément concret en leur possession pour aller plus loin dans leur investigation. Alors que l'enquête stagne, un nouvel élément va finir par interpeller les enquêteurs. L'école qui est derrière moi est celle d'Anaïs. Et c'est là qu'un corbeau va sévir le 27 mars 91. Il envoie une lettre adressée aux élèves de la classe de CM1 d'Anaïs. Une lettre où il dit la détenir et vouloir, tenez-vous bien, la mettre enceinte à l'âge de 10 ans, avant de la rendre à ses parents. À l'époque, tout le monde pense avoir affaire à un déséquilibré. Mais les missives vont se multiplier. Au total, 7 lettres seront envoyées à l'école d'Anaïs, puis aux médias, toutes écrites avec des machines à écrire différentes. La piste du corbeau est alors prise très au sérieux par les enquêteurs. Ces fameuses lettres seront analysées par un linguiste sans véritable résultat, surtout qu'à cette époque, les analyses ADN n'existent pas encore. Mais qui se cache derrière ce mystérieux corbeau? Une première lettre est envoyée en janvier 91, le mois de la disparition d'Anaïs, au magazine parisien Paname. À l'intérieur, le corbeau se vante de délires sexuels sur des enfants. Mais attention, il ne revendique aucun viol ni meurtre précis. Le 27 mars 91, alors qu'Anaïs est toujours portée disparue, c'est au tour de l'école primaire d'en recevoir une. Elle est destinée à ses camarades de classe. Effectivement, une lettre est arrivée à l'école. Mais j'ai tout de suite prévenu la police qui est venue chercher la lettre. Mais bon, à lire la lettre, c'était plutôt un psychopathe qui a dû l'écrire. C'est vrai qu'à la lecture du courrier, on peut aisément comprendre la réaction du directeur de l'école. Je vous adresse cette lettre pour vous donner des nouvelles de votre petite camarade Anaïs. Elle est en parfaite santé. Elle est très douce et soumise. Elle me plaît beaucoup et je passe des instants merveilleux en sa compagnie. L'enlèvement s'est bien passé. Mon objectif, c'est de la mettre enceinte le plus jeune possible. Si j'y arrive assez vite, c'est-à-dire pour qu'elle soit à terme avant 12 ans et demi, je la rendrai. Peut-être. Dans un premier temps, cette lettre adressée à l'école n'est pas prise au sérieux. Les enquêteurs pensent avoir affaire à un déséquilibré. Mais le corbeau va récidiver et envoie une 3e, puis une 4e et une 5e lettre aux médias parisiens. Elles sont toutes revendiquées par le même auteur. La 5e lettre est adressée à l'émission Témoin numéro 1, animée à l'époque par Jacques Pradel, 2 ans après la mort de l'enfant. Dans ce courrier, il fait référence à un autre enlèvement, celui d'une enfant à Sainte-Savine, dans la banlieue de Troyes en 1974, et cite aussi le cas d'Anaïs. Au début de la semaine, quand j'ai vu sur le programme de la télé que vous allez faire une nouvelle émission qui s'appelle Témoin numéro 1, j'avais pas bien lu le programme et j'avais même pas vu que vous parlerez d'Anaïs. Et puis aujourd'hui, samedi, ils ont annoncé que votre nouvelle émission passerait lundi. Je vous écris donc pour vous dire que c'est moi, l'homme qui a tué Anaïs Marcelic. Jacques, est-ce que tu te souviens du jour où tu as reçu la lettre du corbeau? Bien sûr, je ne peux pas ne pas me souvenir de ce jour parce que c'était quelques heures avant la première de Témoin numéro 1. C'est une lettre qu'on m'a apportée en fin de matinée, dont j'ai découvert le contenu donc alors qu'on était en train de découvrir le plateau. Enfin bon, tu sais ce que c'est qu'une journée de première, hein, bon. Et ce qui était hallucinant, c'est que d'abord c'était difficile à lire dans la mesure où il n'y avait pas d'interligne, il n'y avait pas de point, pas de virgule, il y avait cette espèce de diarrhée verbale de quelqu'un qui disait voilà, j'ai vu dans la presse spécialisée qu'il y avait une émission sur TF1 aujourd'hui, et je vous écris parce que c'est moi qui ai tué Anaïs, quoi. Voilà. Donc nous, au début, on a pensé que c'était un malade mental, bon. Et donc, d'ailleurs, on n'a averti personne. Hein. On a fait la première émission, on a gardé ça. Et à la réception d'un de ces courriers où ce qu'il disait paraissait peut-être important pour l'enquête, notamment, il nous apprenait qu'il avait envoyé une lettre à l'école d'Anaïs, aux petits camarades d'Anaïs pour leur dire c'est moi qui ai enlevé votre copine. Là, on a appelé le SRPJ de Versailles, en fait, et on leur a confié les courriers. Et au SRPJ de Versailles, et avec le juge d'instruction Germain Sangelin, qui avait un groupe multidisciplinaire qu'il avait créé, le groupe Anaïs, spécialement pour cette enquête, il y avait des spécialistes du langage qui ont commencé à bosser sur le fait de savoir si les fautes d'orthographe étaient celles d'un intellectuel
criminels qui voulaient dissimuler qu'il était un intellectuel en faisant des fautes énormes, et puis qui ont essayé de faire une sorte de profilage, de portrait robot de l'auteur de ces lettres, ce qu'on n'a jamais totalement réussi à faire. Mais enfin, il y avait quand même des billes. Les psychologues nous ont donné des billes intéressantes. Oui, et on a retrouvé la personne dont il parlait, une petite fille qui avait été enlevée par lui, donnait des détails très précis. Et ça, il n'avait pas pu le pomper dans un journal. Non, il n'avait pas pu l'inventer. Il parlait d'une affaire qui avait été très peu médiatisée. Il donnait les circonstances de l'enlèvement, très très précises. Une petite fille qui sortait d'une épicerie où elle faisait les courses pour sa mère. Elle venait d'acheter du pain. Et il nous citait encore la liste de courses qu'il avait trouvée au fond du panier de cette gamine. Il nous expliquait qu'il l'avait donc enlevé parce que il était un chasseur, il était un prédateur, que de temps en temps il se mettait en chasse pour enlever des gamines. Et ensuite il racontait qu'il avait ramené cette gamine chez lui. Il racontait avec beaucoup de complaisance évidemment et de perversité ce qu'il lui avait fait, ce que lui aurait fait subir. Et puis il disait, c'était quand même une scène de film quoi. Je les tue presque toutes, mais celle-là, j'ai pas pu la tuer parce que je crois que son expression, c'était elle avait le regard d'un petit oiseau, ou je sais pas, et donc je l'ai gracié, entre guillemets. Or, les policiers, évidemment, du SRPJ de Versailles ont vérifié toute l'affaire, ont retrouvé, évidemment, déjà l'affaire, la localisation, l'identité de la gamine, et ils l'ont retrouvée. Elle était adulte, jeune adulte, et elle était devenue coiffeuse. Et elle a confirmé les détails qui étaient dans la lettre. Donc, tout le monde a pris, évidemment, cette affaire très au sérieux. Et par la suite, il ne s'est pas manifesté? Alors, un jour, un certain nombre de gens, des enquêteurs, le juge, Sangelin, me disent il faut faire sortir ce type du bois, il faudrait entamer un dialogue avec lui. Et là, j'ai refusé, parce qu'il y avait des détails dans les lettres qu'il m'avait envoyées. Moi, je ne voulais pas pousser un type comme ça dans ses extrémités, quitte à ce qu'il réalise peut-être un enlèvement et un meurtre pour te prouver qu'il mentait pas. Que c'était bien lui. Ouais. Donc, j'ai simplement un jour glissé une phrase qui était claire pour lui, mais que le grand public n'a pas pu capter. Et 2 mois après, je crois, alors qu'on avait prévu de reparler de l'affaire Anaïs, on reçoit à nouveau une lettre. Mais cette fois-ci, c'était plus ces lettres sans interligne, etc. Il y avait une phrase au milieu d'une grande page blanche. Et il y avait marqué « Alors, monsieur Pradel, on patauge dans la semoule ?» Point d'interrogation. Et c'était donc sa manière de dire « Vous avez essayé de me débusquer, mais je suis plus malin que vous, quoi. » Et plus jamais de nouvelles. Et plus jamais de nouvelles. C'est bien un des seuls propos cohérents du Corbeau qui se perd par ailleurs dans son délire sexuel. Les experts du groupe Anaïs vont chercher à analyser ces lettres dans le moindre détail. Ils vont surtout les comparer à des écrits du grand-père d'Anaïs et de sa mère, Martine. Le professeur Muckensturm, qui est linguiste, lui, il résume il dit 2 choses. Il y a des alsacianismes dedans. Donc, il dit que c'est quelqu'un d'intelligent, que ça peut correspondre au grand-père. Ça, il le dit, mais il dit qu'il n'y a pas assez d'éléments pour dire que c'est complètement lui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la participation de Martine n'est pas exclue dans la construction des mots. Dans les phrases. Parce que, alors, est-ce que le scripteur est tellement tordu qu'il utilise des expressions de Martine? Moi, c'est du machiavélisme poussé à l'extrême, ça. Alors, après comparaison des écrits, le grand-père aurait-il pu être l'auteur de ces lettres? Il faut noter que le grand-père a aussi des pratiques sexuelles des plus étranges. Lors d'une perquisition, ici, à son domicile, on va retrouver des photos de Martine, la maman d'Anaïs, nue à différents âges de sa jeunesse. Et des indices qui laissent penser qu'il pourrait également être le fameux Corbeau. Ça commence à faire beaucoup d'éléments troublants. C'est donc un drôle de monsieur. Il est entendu en garde à vue et pourtant, il va être relâché. Qui est ce Bernard Rydvig? Il va falloir attendre 6 ans pour que le grand-père d'Anaïs soit inquiété. Son domicile est enfin perquisitionné, il est entendu en garde à vue en décembre 96. Alors pourquoi avoir attendu autant, agi si tardivement? Il faut dire que le juge d'instruction est sur le point de prendre sa retraite, mais ce n'est pas la seule raison.
Ça fait partie du processus de réflexion. J'ai attendu d'avoir suffisamment d'éléments négatifs pour jouer ma dernière carte, qui était la carte de le mettre en condition. À ce moment-là, donc, il fallait aussi crever l'abcès. Est-ce que on n'avait pas grand-chose au départ, sauf des incohérences de temps, d'emploi du temps. Et en fin 96, il y a une perquisition, entre autres, chez Bernard. Et là, on trouve des photos de Martine nue quand elle était gamine, 10-12 ans, avec en plus des annotations. Il faisait des commentaires, il était très méticuleux. Lors de sa première journée en garde à vue, Bernard Rietvig s'explique sur ses photos de nus et sur la manière dont il a assuré l'éducation sexuelle de Martine, sa belle-fille. En ce qui concerne les attouchements sur ma fille Martine, je dois dire que alors que Martine avait 11-12 ans, j'ai fait son information dans les conditions déjà évoquées. Mais il est arrivé à mon avis une seule fois que je lui montre mon sexe en érection et qu'elle le touche. Je lui avais montré mon sexe à mon initiative et pour satisfaire sa curiosité. Le deuxième jour, après 24 heures de garde à vue, les policiers tentent de le déstabiliser une énième fois. Ils rappellent à Bernard Rietvig qu'il n'a pas d'alibi le jour de la disparition d'Anaïs et qu'ils ont retrouvé chez lui des photos de nus de sa belle-fille quand elle était enfant. Mais il ne s'arrête pas là et l'interroge sur ses problèmes sexuels. Toutes ses ex-compagnes ont été entendues et affirment que Bernard Rietvig est impuissant et que par conséquent, il n'entretient pas de rapports normaux mais a recours à des attouchements. Les enquêteurs veulent connaître les raisons de son impuissance, ce à quoi Bernard Rietvig répond « Je veux dire que je n'ai pas eu d'érection, sauf à 2 ou 3 reprises, ce qui visiblement n'a pas marqué ma partenaire. Il est exact aussi que pour expliquer ces pannes, j'ai évoqué le décès de mon épouse ainsi que la disparition d'Anaïs. » Il a un problème d'érection, il n'arrive pas à avoir d'érection, donc il y avait il se faisait uriner dessus, donc ce qui ressort avec la fille enlevée à Sainte-Savine en 1974, et avec ce qui est confirmé par ses compagnes. En effet, une de ses ex-compagnes va confirmer cette pratique sexuelle lors de son audition par les policiers. À ce stade de la garde à vue, Bernard Rietvig commence à fléchir et il confirme. Il a déjà pratiqué ce que l'on appelle l'ondinisme, tout comme le corbeau, ce qui est souligné dans le rapport de police. Le scripteur présente la perversion de faire uriner ses petites victimes dans sa bouche et de boire cette urine. Tous ces indices sont accablants. Bernard Rietvig est sur le point de craquer. Pourtant, au bout de sa 45e heure de garde à vue, le juge pénètre dans le commissariat et décide d'interrompre l'interrogatoire. On a analysé la situation, en particulier la sienne, toutes compétences confondues. Depuis la psy jusqu'au chimiste, on a tout fait pour vérifier si on avait quelque chose qui nous permettait d'être en concordance et d'avoir une explication. On n'a pas abouti, là non plus, pas suffisamment. Il y a beaucoup de coïncidences sur plein d'histoires, sur le timing, sur les lettres, sur l'ondinisme, mais est-ce que tout ça ajouté, bon, ça fait beaucoup, mais est-ce que ça fait une condamnation devant une cour d'assises? Non, car il n'y a pas de preuves matérielles, ni d'aveu. Alors, comment l'accusation pourrait-elle tenir face à une défense bien préparée lors du procès aux assises? Est-ce que nous avons le droit de condamner quelqu'un sur une intime conviction? Parce que je vois que vous avez une intime conviction, la même que les enquêteurs. Mais dans la mesure où nous n'avons pas trouvé de traces biologiques, nous n'avons trouvé aucune trace qui pouvait mettre en cause ce personnage. La justice ne l'a même pas mis en examen. Il fallait le faire cracher. À supposer que ce soit lui, il fallait le faire cracher. En effet, le juge a tenu à conserver les 3 dernières heures des 48 heures de temps imparti, légal, de garde à vue pour la suite de l'enquête. Un temps précieux qui ne sera pourtant jamais utilisé, car en juillet 1997, le juge va rendre un non-lieu. Il va falloir attendre 4 ans pour qu'une autre piste se profile, celle d'un serial killer, Michel Stokes, un routier aussi appelé Hannibal Lecter belge, un surnom qui fait froid dans le dos, mais qui est bien mérité. Stokes a violé 11 enfants
et tué 3 d'entre eux, filles et garçons. En 97, il est en prison aux Pays-Bas. C'est là qu'un de ses co-détenus attire l'attention des enquêteurs en disant qu'il a recueilli les confidences de Stokes. Celui-ci se serait vanté d'avoir tué une fillette à Mulhouse. Michel Stokes est âgé de 57 ans à l'époque. Il est devenu chauffeur routier après avoir été libéré en 1988 d'un institut psychiatrique où il a été soigné pour des affaires de mœurs. Il est accusé d'11 viols d'enfants. 3 d'entre eux se sont achevés par un meurtre. C'est un tueur organisé, prévoyant et calculateur comme notre Corbeau. Michel Stokes, non seulement trafiquait son tachygraphe de son véhicule lorsqu'il commettait des meurtres, mais aussi préparait, c'est-à-dire qu'il se forgeait des espèces d'alibis, soit un accident, soit un incident avec sa voiture, truc comme ça, pour qu'après les enquêteurs puissent dire, mais attendez, pour retarder un peu le travail des enquêteurs. Donc, Michel Stokes, en 91, effectivement, il vient sur Colmar. Il vient sur Colmar faire des livraisons sur Colmar. En plus, Anaïs Marcelli, retrouvée près du col de Bussan, donc dans les Vosges. C'est une route connue des transporteurs routiers, puisque c'est la route notamment du Benelux, pour les transporteurs routiers, ils passent par cet endroit. Et puis, la piste du camion est intéressante, puisque pour atteindre l'endroit où le corps d'Anaïs est déposé, c'est très difficile par le chemin qui accède à cet endroit, mais beaucoup plus facile si on passe avec un camion ou quelque chose de surélevé. On peut arriver au-dessus du muret à l'endroit où se trouve le corps. C'est une possibilité. Donc il fallait voir, il fallait le faire. En février 2001, les enquêteurs vont donc procéder à des vérifications. Mais cette thèse, après tout, tient-elle vraiment? J'imagine mal un chauffeur routier qui aurait enlevé une fille rue de Bâle à Mulhouse, avec un camion, ça serait vu. Et puis ensuite, un camion peut difficilement s'arrêter. Il peut le faire, effectivement, mais un camion arrêté au col de Bussan, à ce moment-là, là aussi, il y aurait eu des témoignages. Et ce n'est pas la seule incohérence. Michel Stokes viole toujours les enfants qu'il enlève. Michel Stokes violait les enfants qu'il enlevait avant de les tuer. Anaïs, elle, n'est pas violée. D'après les constatations légistes, Anaïs n'a pas été violée du tout. Alors, pour en avoir le cœur net, les policiers souhaiteraient l'entendre. Ils font la demande auprès des autorités des Pays-Bas au printemps 2001. Mais malheureusement, Stokes va mourir brûlé accidentellement dans sa propre cellule en septembre de la même année. Ces allégations ne pourront jamais aboutir. Alors s'agissait-il de l'insaisissable meurtrier d'Anaïs? Aucune preuve pour venir étayer cette piste. Mais ça ouvre tout de même un boulevard aux enquêteurs. Ils ont, du coup, une suite de vérifications à faire concernant tous les serial killers d'enfants en activité à cette époque. Après la piste de Michel Stokes, l'enquête s'enlise, les années passent. Et en 2006, un autre cas de serial killer est évoqué, celui de Francis Holm, surnommé le routard du crime, un tueur qui sillonne la France en train, en autostop et à pied, et qui tue sans mobile ni agression sexuelle. Il aurait été vu à Mulhouse, le jour de la disparition d'Anaïs. Francis Holm n'a jamais conduit une voiture, il n'avait pas de permis. Et c'est un routard du crime à pied, en stop, ou en train, mais j'imagine mal comment il aurait emmené le corps d'Anaïs au col de Bussan. La piste de Francis Holm est donc rapidement écartée. Mais la même année, la police judiciaire s'intéresse à un troisième cas de serial killer bien connu, Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes. Il est accusé à l'époque d'avoir tué 9 filles. Alors pourquoi pas Anaïs? Les enquêteurs procèdent à des analyses ADN sur des cheveux retrouvés dans son véhicule, sans succès. En 2011, l'affaire d'Anaïs aurait dû être prescrite. Mais voilà que le nom de Jean-Pierre Trébert est cité à son tour. Ce fameux garde-chasse alsacien est accusé d'avoir tué la fille de Roland Giraud et de sa compagne. Ce n'est pas un tueur en série ou un tueur d'enfants, mais il est né et a habité à Mulhouse, à 1 rue de chez Anaïs. Là, c'est plutôt un coup d'avocat, au fait, qui permet de faire repousser la prescription. Personne n'a jamais cru sérieusement que Trébert est à l'origine de l'enlèvement d'Anaïs. Oui, une bonne façon pour l'avocat du père d'Anaïs de garder le dossier ouvert. Aucune piste de serial killer n'aboutit. 20 ans après, les seuls doutes qui subsistent concernent le grand-père d'Anaïs, Bernard Rietvig, toujours en vie.
Afin d'obtenir sa version des faits, nous avons décidé de nous rendre à son domicile. Oui, monsieur Rydvig? Oui, bonjour monsieur, je suis Carl Zéro de la télévision. Je fais une enquête sur la petite Anaïs Marcelli. Je pourrais vous poser quelques questions? Attendez, je comprends mal ce que vous dites. Attendez, je vais vous donner... Allô? Qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour madame, je suis Carl Zéro de la télévision. Je fais une enquête sur la petite Anaïs Marcelli. Non, écoutez, vous nous laissez tranquille, s'il vous plaît, hein, ça ne nous intéresse pas du tout. Ben, monsieur Rydvig... Ça ne nous intéresse pas du tout. Monsieur Rydvig, c'est quand même... Madame Rydvig, ça ne nous intéresse pas du tout. Je connais le fond de la pensée de monsieur Rydvig à ce sujet. Ben, Merci, au revoir, bonne journée. non mais juste quelques mots. Bernard Rydvig a refusé de nous répondre. Aujourd'hui, les doutes persistent autour de la mort d'Anaïs. Et si la petite fille était rentrée chez elle? Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé ni son cartable, ni ses bottes. Les aurait-elle retirées en rentrant de l'école? Et comment expliquer les traces de charbon retrouvées sur le corps d'Anaïs? Rappelez-vous, à l'extérieur de la maison d'Anaïs, il y a cette remise à charbon. Alors, simple coïncidence? Enfin, pourquoi n'a-t-elle pas été violentée ni violée? Peut-être que le meurtrier ne sera jamais identifié et l'affaire d'Anaïs jamais résolue. 20 ans après, je me dis, toute cette affaire, elle a été oubliée. Je souhaite vraiment qu'on connaisse la vérité. C'est quelque chose de terrible. De voir une enfant qui est devant vous tous les soirs et qui disparaît. Ça. Les deux pistes sont toujours actuelles, aussi bien locales que un éventuel peut-être serial killer qui n'a encore pas été découvert aussi, ou qui est décédé entre-temps. Qu'un truand soit tué, à la limite, on s'en fout. Mais une mort d'un enfant, ça passe mal. On a du mal à accepter que la mort d'un enfant reste impunie. C'est pour ça qu'on peut toujours espérer qu'un élément, un renseignement, un témoignage donne quelque chose pour relancer l'enquête. Aucune piste n'a réellement débouché. Il y a de fortes chances donc pour que le meurtrier d'Anaïs court toujours. Certes, la petite fille assassinée est tombée dans l'oubli. Pourtant, la vérité ne semble pas très loin. Au début, les enquêteurs ont perdu 3 mois essentiels qui leur auraient sûrement permis de mettre un nom et un visage sur ce tueur. Serait-ce un serial killer, peut-être? Mais rappelez-vous, l'enlèvement s'est passé en pleine rue, à un moment de la journée où il y avait énormément de passages. Seul un criminel extrêmement expérimenté aurait pu agir. Alors la petite Anaïs ne serait-elle pas plutôt rentrée chez elle? Et là, un de ses proches ne l'aurait-il pas tuée accidentellement ou pas? Bref, l'affaire n'est pas prescrite. Il reste un espoir et il reste 8 ans pour mettre enfin la main sur l'assassin. Bonsoir.